Donc, on est content de vous accueillir ici dans cet amphithéâtre de nouveau. Et on vous remercie déjà dans ces séries de conférences sur le Maroc oriental. Donc, le temps passe vite. Ça fait 18 ans qu'on travaille dans cette région et on travaille dans un cadre de coopération scientifique entre le Maroc et l'Espagne. On a une équipe, surtout l'avantage de cette coopération, c'est qu'on a une équipe pluridisciplinaire. Donc chacun travaille selon sa spécialité. Et ça, c'est ce qui fait l'avantage, parce qu'on ne va pas tout connaître. Moi, je travaille sur les fonds. Mes deux invités, Rema Chakon, qui est spécialiste de la typologie des outils préhistoriques. Donc c'est elle qui on dit que quand une écriture manque, on fait parler les pierres. Donc ce sont ces pierres-là qui vont faire parler les deux, Diego Lomba et Rema Chakon, qui sont nos collaborateurs, qui vont essayer de nous parler quand on trouve un outil préhistorique. Donc ils vont essayer de le faire parler parce qu'on n'a pas d'écrit. On travaille nous sur la période préhistorique. Donc comme vous savez, la préhistoire, elle s'arrête quand on invente l'écriture. Donc nous, toutes les périodes où il n'y a pas de trace d'écriture, donc on le qualifie de la préhistoire. Et on dit que le premier savoir-faire de l'homme, si on vous pose une question, quel est le premier savoir-faire de l'homme? Alors pour nous, les archéologues ou les préhistoriens, le premier savoir-faire de l'homme, c'est de fabriquer un outil. Donc cet outil, ce geste-là, intentionnel, parce que si vous, par exemple, on vous met dans un désert où on ne vous donne rien, vous vous débrouillez. Sinon, pour subsister et pour résister aux conditions de la vie, tout ça, donc il faut inventer. Donc lui, il a inventé l'outil. Cet outil-là, donc ça montre une réflexion. Donc avec inventer l'outil, et on va voir aussi que cet outil-là, il va évoluer comme toute chose, donc il va subir une évolution. Et cette évolution de ces outils vont définir et on va avoir plusieurs cultures, plusieurs civilisations. Donc nous, on va appeler Oldovaïen, Achelien, Moustérien, Atélien, c'est en fonction de ce degré de savoir-faire et de ces utilités de ces outils. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais nos collègues là, ils vont essayer de vous expliquer encore mieux. Donc là, pour les étudiants, les doctorants, on ne va pas faire long, donc ça ne va pas parler trop. Donc on va vous faire, comme d'habitude, donc signer les papiers, vous remplissez donc, vos noms, et c'est Hicham Khouti qui est volontaire et il vous fera donc, des attestations de participation. Mais c'est un sujet qui intéresse tout le monde, même si vous faites des maths, des physiques, des chimies, mais c'est le patrimoine. Donc c'est quoi le patrimoine? Donc cet héritage qu'on a gardé de nos enfants. Donc on a un patrimoine génétique. Quand j'explique aux étudiants, aux élèves qui viennent visiter le musée, je leur essaie d'expliquer qu'est-ce que c'est que le patrimoine. Je dis, vous avez déjà dans vous-même un patrimoine génétique. Vous avez des yeux différents, les cheveux sont différents. Donc vous avez hérité ça de vos parents, ou de vos arrière-parents. Alors ça, c'est ce qu'on a hérité de nos ancêtres. Ces cultures, ce savoir-faire. Donc c'est notre identité. Donc on nous dit qu'on vient de Yémen, ou je ne sais pas d'où, non. On a trouvé des traces qu'on était là depuis des milliers d'années ici. Donc on vient de nulle part, on est né ici et on vient d'ici. Donc c'est ça l'avantage de la préhistoire et de l'archéologie. Donc c'est pour ça que c'est un sujet général, c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Donc là, les physiciens ils nous aident parce que nous on fait des datations. Quand on trouve un objet archéologique,
on dit que c'est X, Y, Z, mais on ne sait pas quel âge. Alors les physiciens, ils vont essayer de nous donner cet âge. Il a 20 000 ans, il a 2 000 ans, il a X temps. Donc c'est la physique, la chimie. Donc toutes les disciplines sont aussi. Donc c'est pour ça qu'on travaille dans un cadre pluridisciplinaire pour avancer mieux. Donc ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble et on a un matériel extraordinaire. Ça montre que la région de l'Oriental elle est très riche. On a plus de 300 sites archéologiques. Évidemment, on ne va pas fouiller tous les sites archéologiques, mais on a choisi quelques-uns des plus importants. On a une grotte qu'on fouille depuis déjà 20 ans, la grotte de Gelfouda, et on a Gefeit. Nous, chaque équipe, quand on signe un contrat ou un projet de coopération, on limite notre territoire. On ne va pas fouiller, travailler partout, bien sûr, parce qu'il y a d'autres équipes. Nous, notre région, notre camp de chasse, c'est la région de Jrada, Gefeit. Donc là, tout le matériel qu'on a sorti de ces recherches, de ces fouilles, on essaye de le mettre dans un musée. On essaye de le valoriser. Pour nous, une fois c'est terminé, on fait des articles, on fait des publications, on fait des conférences, mais on veut que ce matériel-là soit restitué au grand public, que le grand public soit au courant, se connaît son histoire, son patrimoine, et ça. Donc c'est ça qu'on essaie de faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la fac de sciences, donc il y a un petit musée que vous pouvez visiter où on regroupe une grande partie de ces recherches. Et on essaye, Inch'Allah, de faire un musée dans la ville. Donc ce sera plus important et plus cohérent que toute la région ait un musée, que ce ne soit pas normal que toute la région de l'Oriental qui fait 90 000 km², c'est l'équivalent d'un pays comme la Jordanie ou la Belgique, et on n'a pas un seul musée. Donc ça, c'est pas bon. Et en plus, on a un matériel qui est riche et extraordinaire. Donc c'est ça, nous on essaye avec à notre échelle de battre et de se combattre, de se battre pour créer ce musée-là. Alors je ne vais pas tarder, donc je remercie encore une fois donc Madame Khema Chacon et Diego Lombao d'avoir accepté notre invitation. Donc ils sont là depuis combien? Une semaine? 2 semaines. 2 semaines. Diego, il a gagné une bourse ou un prix pour faire un post-doc. Donc on a l'honneur que la faculté de sciences accueille des gens pour faire des post-doc. Nous on a toujours appris qu'on fait des post-doc à l'extérieur, donc lui il fait un post-doc. Et ce qu'on a gagné aussi, nous, pour les étudiants, c'est qu'on avait 3 ou 4 étudiants qui ont été admis pour faire des masters Erasmus Mundus. Donc vous connaissez cet Erasmus Mundus, ils ont une très belle bourse. Et on a quelqu'un qui est de Lazare et qui a gagné un prix en Allemagne et il a une bourse de faire sa thèse en Espagne. Donc ça, c'est ça qui nous fait encore beaucoup plus plaisir, c'est qu'on envoie des étudiants parce qu'il faut assurer une relève. Donc ces étudiants-là, quand je les vois réussir ailleurs, donc ça c'est notre satisfaction sans équivalent. Donc ça c'est important qu'on reçoit aussi des étudiants, mais qu'on envoie aussi faire des étudiants. Donc et ils font des spécialités qui n'existent pas ici. Donc ça c'est aussi chose gagnée. Donc voilà, je vous remets les micros. Le micro. Et je vous remercie encore une fois. Donc là, les attestations, on va les signer tout à l'heure et on vous les donnera pour les doctorants. Et vous m'entendez comme ça, qu'il ne soit pas très fort? Okay. Je vais montrer ça. Bon, merci encore une autre fois. Moi, je suis... Bon, le projet il a commencé en 2006, mais depuis 2009, je suis dans le projet avec toute l'équipe marocaine et aussi mes collègues espagnols. Et maintenant, on est le professeur Robert Salah Hassan Orag et moi, le directeur des projets. Donc, je suis très content. Merci beaucoup à tout le monde présent. Merci à tous les jeunes de l'université, bien sûr, l'université de nous accueillir, parce que bon, pour moi, Maroc, c'est chez moi déjà depuis toute cette quantité d'années. Et je suis très contente de voir des gens qui sont connus. Merci à ce projet, il fait beaucoup d'années. Donc, merci à tout le monde d'être là. Et comme disait Hassan, on va vous présenter
bien sûr, c'est quelque chose de très rapide parce qu'on pouvait passer des journées ici et depuis 18 années de travail. On va vous présenter les principaux sites et un peu l'histoire aussi très rapide de ce projet interdisciplinaire qui, comme dit Hassan, c'est un échange qu'il a parti d'un projet entre l'Espagne et le Maroc, mais que maintenant on a, je crois que c'est 10 nationalités différentes entre les différents chercheurs qui travaillent sur différentes disciplines. Aussi, comme disait Hassan, et je vous montrerai un peu après, c'est pas seulement le côté scientifique. Vous verrez qu'il y a plus de choses qu'on fait dans le cadre du projet, surtout avec la population locale et avec tous les étudiants. Et comme bien a remarqué Hassan, la préhistoire, l'étude de l'évolution humaine, c'est pas seulement faire de la géologie, c'est pas seulement faire de l'archéologie, de l'histoire, sinon qu'on travaille avec mathématiciens, avec chimiciens, avec toutes les disciplines qui nous permettent de pouvoir exploiter toutes les données qui est ce patrimoine merveilleux que vous saviez nous offre. Et surtout, les choses que je crois que c'est très important, même si vous venez des autres disciplines, c'est que dans les débats de l'histoire de l'humanité actuellement, on sait tous qu'on vient de l'Afrique, on sait tous qu'on est des Africains, comme bien disait Hassan, on a tous, génétiquement, on sait d'où bien. Et il y a ce que, certaines années, toutes les théories parlaient que toutes les populations humaines actuelles, ils venaient de l'Afrique, mais ils venaient de l'Afrique de l'Est. Et les choses qu'on est en train de voir avec des différents projets, en cas c'est le nôtre, c'est qu'on a l'origine, c'est l'Afrique, mais pas seulement l'Afrique de l'Est. Et maintenant, Maroc, c'est un des points clés pour pouvoir comprendre l'évolution humaine. On est dans les débats scientifiques sur ce sujet depuis certaines années et certains résultats qui sont en cours de publication dans quelques mois, vous verrez, pour donner l'importance que vraiment votre patrimoine culturel il a dans le monde scientifique international. Donc, le projet, il avait commencé l'année 2006. C'était une toute petite équipe quand le professeur Robert Sala et Hassan Olagi ils ont commencé à faire les premières prospections parce que les bassins d'un bénimatar Gérard d'Aguefeit, c'est énorme. On a des milliards de kilomètres carrés à savoir, même si on a des restes archéologiques un peu partout. C'était très bien connu à niveau géologique. Et certains travaux, ils avaient été faits pour des équipes françaises dans les années 70 et 80, mais jamais en Espagne. Je crois que ça, c'est fini. Hein? Mais jamais il avait eu un projet intensif et en continuité dans toute cette zone. Et il avait la fouille de Genfuda depuis plus de 20 ans, ou plus de 20 ans, mais pas dans les autres aires et zones géographiques. Donc, de 2006 à l'année 2024, l'équipe il a beaucoup s'élargi. Heureusement, aussi parce qu'on avait besoin, parce que c'était pas seulement d'aller faire des prospections et trouver des localités, sinon qu'on devait fouiller aussi les sites. Donc, on a là une équipe très large. Ici, c'est l'équipe un peu des fouilles systématiques, mais on a aussi beaucoup d'institutions, comme vous pouvez voir un peu partout dans le monde, qui collaborent avec nous pour ce projet pluridisciplinaire. Donc, les objectifs du projet, ils ont été très clairs depuis le début. Depuis le début du projet, c'était, on a une zone énorme où on trouve des restes en surface. Donc, les premières choses qu'on doit faire quand la jeune ne connaît pas, c'est on va faire un inventaire détaillé de tous les sites, tous les patrimoines paléontologiques qui existent dans la région. En identifiant les sites, et surtout en valorisant les sites. Et bien sûr, en essayant d'approfondir, merci à la fouille et à toutes les disciplines qui toutes pour cadrer chronologiquement qui était l'origine de tous les restes et du patrimoine qu'il avait dans cette région de l'oriental au cours des quaternaires. Et bien sûr, toujours en impliquant la communauté locale, comme vous verrez après. Donc, on se répète, mais
toujours en se basant de cette coopération internationale et en partant de Maroc et l'Espagne, mais aussi des autres pays. Donc ici, vous voyez un peu toutes les disciplines qui participent au projet. Donc comme on vous disait tant Hassan comme moi, c'est pas seulement des historiens, c'est pas seulement des géologues. On a des gens qui font un peu de toutes les disciplines, même des géographes et même des ingénieurs en différents systèmes pour toute la partie de l'archéologie spatiale. Ah, j'oublie que c'est actif. Donc non, ici ça manque une image, je sais pas pourquoi, mais bon. Bon, ici c'était la carte. Désolé, je crois qu'après ça va apparaître une autre fois. C'était la carte avec les deux sont deux sites, mais bon, on verra après ça répète. Donc ici vous avez un résumé de tout ça, des sites majeurs qu'on a trouvés. À part comme disait Hassan, il y a presque 300 sites dans la région, mais on s'est focalisé dans les sites qui sont vraiment bien fouillés, datés, surtout on sait l'âge et qui nous ont donné la possibilité de savoir que depuis 2 millions d'années, on a d'occupation humaine et même on a un site très important pour connaître la faune, la biodiversité et pas l'écologie et l'environnement du Maroc, comme c'est le site de Gefeit. Après, on a certains sites qu'on va visiter très rapidement, mais que vous verrez, associés à la première culture, qui, comme disait Hassan, les premiers exemples de culture matérielle, c'est la technologie lithique, la fabrication des outils. C'est ça qui nous a fait différencier tout au début et nous séparer dans la ligne humaine des hominines. Après, on a aussi des sites, comme vous verrez, associés à la chéliane. Et après, jusqu'à arriver à ça qu'on est aujourd'hui, que c'est les Homo sapiens. Donc, nous, encore aujourd'hui, on continue avec la même espèce et maintenant, on n'a qu'une espèce dans toute la planète. Donc, on va commencer des plus anciens à plus modernes. Comme je vous disais, ça, c'est 15 sites paléontologiques. Il a été découvert dans les travaux faits pour les collègues marocains géologues de l'équipe en train d'aller chercher des autres choses, pas exactement du quaternaire. Et, comme vous voyez ici, c'est localisé à côté de l'oasis de Gefeit. Et toute cette ligne que vous pouvez voir ici, que c'est presque plus d'1,5 km, c'est un niveau plein de fossiles des animaux. Et on a fouillé une surface petite parce que, bon, bien sûr, c'est en question de temps, surtout d'argent, mais on a fait un fouille systématique pendant 3 années qui nous a permis de 28 mètres carrés, qui nous a permis de trouver plus de 3000 restes paléontologiques dans un état de conservation magnifique. Et qui nous a permis aussi de cadrer biochronologiquement. Tant avec la biochronologie, ça veut dire qu'il y a certaines espèces qui nous marquent une période dans notre passé, et aussi à l'aide de la magnétostratigraphie, qui c'est un autre type de méthode de datation liée à l'orientation et au changement des polarités magnétiques de la Terre. Et ici, vous pouvez voir toutes les espèces, il y a presque 20 taxons différents. Certains, c'est la première fois qui a été identifié, pas non seulement au Maroc, sinon tout Nord-Afrique. Et toute cette espèce, pardon, que je me suis avancée, toute cette espèce nous a permis pas seulement de dire on a des animaux, comment c'était, quel type d'animaux habitaient dans le Maroc oriental dans cette époque-là, mais aussi savoir un peu par rapport à sa adaptabilité au type d'environnement, quel était le type d'environnement qu'il avait dans cette époque-là. Il fait 2,5 millions d'années à l'oriental. Donc, pour exemple, ça c'est un des exemples, c'est un petit rongeur qui c'est une nouvelle espèce, on l'a nommé en honneur à notre collègue Hassan, et que c'est la première fois que se trouve dans le registre paléontologique mondial.
Aussi, on a des autres exemples déjà publiés dans différents articles scientifiques sur des macaques qui n'ont pas beaucoup de registres au Maroc. Aussi, dans certains félidés qui maintenant on sait aussi qui habitaient ici. Donc, vous pouvez voir, ça c'est un artiste qui nous avait fait la reconstruction un peu comme cadeau à la publication. Donc, toute cette donnée sans activité humaine, ce site n'a pas d'activité humaine, nous sont permis, ici vous avez une image de l'oasis de Gefeit aujourd'hui, et faire un parallélisme à comment il était l'ambiance et l'environnement dans l'époque environ 2,5, beaucoup plus humide, beaucoup plus large, avec la fond qui il pourrait être associé à cette période et à cette zone-là. Mais c'est à partir de 2009 qu'on commence à trouver des outils, mais des outils qui nous semblaient déjà pendant la fouille, que c'était semblable les premiers outils qui sont trouvés dans des autres lieux de l'Afrique. Donc, on a 3 sites. Je vous présenterai 2, que c'est celle-là qu'on a meilleur étudié très rapidement. Mais ce type d'outils, c'est les premiers outils que les humains ils vont réaliser dans notre évolution. Et ça, c'est le site de Gara Sultana, qui on sait que c'est environ 2 millions d'années et qui correspond à cette culture, à cette période culturelle qui s'appelle l'Olduvaian, que c'est le moment en qui apparaissent les premiers outils dans le monde. Donc, on a 2 sites associés à cette chronologie. Aussi, à Gara Sultana, pas seulement on a fouillé, sinon qu'on a fait des nouveaux études géologiques approfondies, des nouvelles cartes qui nous a permis aussi d'apporter des données, pas seulement à niveau archéologique, sinon aussi à niveau géologique pour tous les chercheurs. Celui-là, c'est le site d'Ain Taboudan, pas loin de Benimatar. Pardon pour ma prononciation Cet site appartient au même période chronoculturel aussi que Gara Sultana. Donc, on est aussi environ 2 millions d'années de culture olduvaiane et on trouve le même type d'outils. Il y a certains outils que peut-être vous pouvez dire, ça on peut les trouver partout, par terre, ça c'est naturel. Mais il y a certains types d'analyses et après Diego vous expliquera un peu pour savoir que vraiment sont associés. Donc, si on continue dans le temps, on avance encore plus proche à nous et on arrive à la Chélien. La Chélien, c'est un moment très important de notre évolution. Il y a un changement d'espèce de hominines, mais aussi toute la technologie. Dès qu'on avance vers nous, notre capacité d'avoir en culture, d'avoir des outils, chaque fois elle est plus précis. Et comme vous pouvez voir ici, c'est pas les petits éclats ou les petits couteaux qu'on voyait avant, sinon qu'il commence à avoir des morphologies, des symétries. Donc ça nous montre aussi pas seulement qu'il y a une évolution des outils qui s'utilisent, mais aussi la façon de les faire et aussi la façon de les créer. Ça veut dire, ils prennent pas de cailloux, ils tapent comme ça, sinon qu'ils ont besoin d'avoir l'idée, comme Hassan disait, préconçue de savoir faire ça qu'ils voulaient faire avant de prendre les roches pour les préparer. Donc, même cette période qui est une des plus importantes dans l'évolution des groupes humains, on a plus presque 200 restes aussi dans le site de Wad Rabat, proche à la ville d'Ambenimatar. Et ça c'est le premier site qui a été fouillé l'année 2007 lors de presque un fouille de sauvetage parce que c'était les premières années du projet qui a été trouvé. Et comme vous voyez, c'est juste à côté de la rivière. Bon, la semaine dernière,
l'eau, elle dépassait les arbres avec les inondations qu'il y a eu. Donc, il a eu une intervention un peu en urgence pour pouvoir récupérer les matériaux. Et c'était un des premiers sites qu'on peut associer au Middle Stone Age, que c'est les périodes chronoculturelles où nous, comme Homo sapiens, on est déjà dans les territoires. Donc, Diego vous expliquera un peu plus, mais à partir de Middle Stone Age, Paléolithique moyen, vous pouvez voir différentes façons de l'appeler, même si pour l'Afrique, maintenant, on utilise la terminologie anglaise de Middle Stone Age. Et on a, comme vous verrez, on va vous montrer les 100 sites principaux qu'on a, mais on a un registre exceptionnel des sites avec des données pour pouvoir expliquer comment habitait l'Homo sapiens dans la région de l'Oriental. Donc, en plus, on a même les datations. Comme vous voyez, on a changé. On a passé de 2 millions à demi-million d'années et maintenant, on est à environ 82 000 années. Ça, c'est une datation très exacte, mais on va dire que les sites qu'on va voir maintenant associés à Homo sapiens du Middle Stone Age, ils vont d'environ 150 000 à 40 000 ans, d'accord? Donc, ça, c'est le site de Wesharf, pendant la fouille de l'année 2007. Et ici, vous pouvez voir certains des analyses faites. Ça, c'est en partie de l'assemblage. On a presque 400 pièces. Vous pouvez voir aussi comment change la technologie. Chaque fois, on a des plus petites pièces et plus précises. Ça, c'est un point pédonculé qui, normalement, c'était utilisé pour les mancher, pour la chasse. Il commence à apparaître la technologie laminaire, mais ça vous expliquera meilleur Diego, je ne vais pas rentrer. Ici, vous pouvez voir un peu des analyses spatiales. Ça veut dire que ça, c'est les 4 mètres carrés qu'on a fouillés. Vous voyez, les matériaux, vraiment, il était sur place, pour pouvoir reconstruire même les pièces, comment ils sont bougés, comment ils l'ont utilisé. On n'a pas les foyers conservés, mais par contre, on avait des petits os qui s'étaient brûlés, qui nous ont permis, c'est une des méthodes qu'on a fait de dater ces petits os brûlés, qui nous ont permis d'avoir cette datation de 82 000 ans. Et depuis 2017, c'était la zone de Sabelgare et Suiwina, on connaissait très bien parce que c'est là-bas où tous les groupes humains, pendant ces 2 millions d'années, ils sont allés chercher, ou à moins la zone principale, les roches pour faire les soutiles. Et à partir de 2018, on a commencé à fouiller parce que tout ce matériau qu'on trouvait normalement en surface et qu'on ne savait pas qu'ils pouvaient venir éroder pour les rivières de façon naturelle, on les avait trouvés vraiment en stratigraphie, ça veut dire exactement comme ils étaient quand les groupes humains étaient en train d'habiter. Donc, on a fait différents fouilles en différents points. Je vous présenterai 2. La troisième, le résultat, c'est ça qu'on a venu ces 2 semaines qu'on est là dans les cadres de la postdoc de la bourse producteur de Diego à étudier les matériaux. Mais dans la zone de Sabelgare, on a 3 sites avec des occupations d'Homo sapiens. Donc ici, vous pouvez voir aussi, comme on voyait dans l'ancienne, cette pointe, ces éclats, ces lames, ça veut dire de plus affiner les outils qui s'utilisaient et qui nous donnent aussi des informations des comportements plus complexes. Donc, dans les premiers sites, on avait trouvé un niveau archéologique, mais dans les sites de Sabelgardos, des localités, c'est 1,5 km un de l'autre, on avait trouvé 3 niveaux. Ça veut dire 3 moments dans lesquels les groupes humains, ils étaient là-bas sur place, en train de récupérer les roches, d'habiter temporairement. Parce qu'une chose très importante, c'est que dès qu'on arrive à l'Holocène, on est tous des chasseurs-cueilleurs. Donc, on bouge dans un territoire, on n'est pas sédentaire, on n'a pas une maison, sinon qu'on bouge en cherchant notre aliment et par des périodes. Donc, comme vous pouvez voir, on continue avec ces outils, les pointes plus associées à déjà notre espèce, à Homo sapiens. Et quand même, vous pouvez voir qu'en 9 mètres carrés, on a trouvé presque 2000 pièces. Donc aussi, on voit qu'il y a plus de matériaux parce qu'il y a plus d'occupations humaines dans la région.
au fur et à mesure qu'on arrive à des périodes plus récentes, on sait aussi que les groupes humains, ils étaient plus présents dans la région de l'Oriental. Et l'année 2019, avec la pause du Covid, on avait fait un sondage, on avait trouvé des fonds et des litiges, parce que, comme vous avez vu, le premier site que je vous ai montré, c'est un site seulement paléontologique. On avait trouvé aussi des outils lithiques, mais on n'avait pas trouvé ensemble. Ça veut dire, on n'avait pas trouvé vraiment un site dans lequel on pouvait voir quels outils il fabriquait, quels animaux il mangeait, et aussi avoir la preuve que ces animaux s'étaient mangés. Donc ça, c'est le site de Tahrir 3, qui c'est très proche de la ville de Gefeit aussi. Donc, ce sont des petites collines. On a fait que ce sondage d'ici, oh, c'est très sensible, ce sondage ici, mais on sait que les sites, ils continuent à moins dans ces deux collines et celle de derrière. Pour le moment, on a fait cette surface d'environ 16 mètres et 20 mètres carrés, je crois, dans lesquels on a trouvé beaucoup de matériaux, mais surtout, comme je vous disais, ici vous pouvez voir les restes des animaux associés aussi aux outils lithiques, comme ici. Donc vraiment, les lieux où les groupes humains, ils ont cherché les animaux aussi. Une chose très importante, c'est que vous verrez que tous les sites sont toujours proches au cours d'eau. On a besoin d'eau. On a besoin des animaux. Où est-ce qu'on peut les chercher le plus facilement? C'est au cours d'eau, parce qu'eux, ils ont besoin aussi d'eux. Et vraiment, on a un site de boucherie, ça veut dire où ils savaient chercher les animaux, ils étaient en train de découper les animaux et les préparer pour pouvoir les consommer. Et surtout, on a trouvé beaucoup d'espèces très différentes, avec un niveau de conservation ici, vous pouvez voir quelques de ces exemples, mais surtout, si vous voyez ces deux photos, toutes ces lignes que vous voyez ici, c'est vraiment la preuve des traces des découpes avec les outils lithiques sur les œufs. Donc, dans les cas des sites de Tahrir 3, on sait parfaitement qui c'est en train de consommer et que ça, ces animaux, les agents qui les a apportés là-bas, c'était nous, c'était les groupes humains. Et aussi, bien sûr, on a trouvé des outils. Si on a des œufs avec des marques de découpe, on a trouvé les outils avec lesquels ils sont découpés, ils sont préparés, ces animaux, pour pouvoir les consommer. Donc, pour le moment, on a fouillé que c'est 7 mètres carrés, mais notre idée, c'est d'élargir la fouille les prochaines années des projets. Et maintenant, on continue avec nous, avec l'Homo sapiens, mais on va donner un saut un peu plus dans notre évolution, qu'on voit par rapport aussi aux outils lithiques, et on arrive au dernier moment dans lequel encore on est des surcueilleurs, et ça, qui s'appelle l'Later Stone Age, ça veut dire la dernière âge des pierres. Comme vous pouvez voir, ça change les outils. Vous avez vu qu'on avait des choses un peu brutes, et après notre biface, après les pointes, et on arrive à cette technologie avec des petits outils très bien travaillés, systématiques. Il semble qu'ils font tous pareil. C'est comme si maintenant on fait les voitures tous pareils, les motos tous pareils. Donc il y a un contrôle parfait de comment préparer les outils, et pas mal d'eux sont des outils pour émancher, des outils pour faire des armatures. Associé toujours à un contrôle de feu presque parfait, les sites d'Antifilicine aussi, c'est une petite colline à côté, comme toujours, d'une source naturelle d'eau, avec des végétations, avec des animaux, ça veut dire toutes les ressources qu'on a besoin pour vivre. Mais on commence à voir au fur et à mesure comment on s'étale et comment on commence à passer plus de temps dans le même lieu. Et ici, vous pouvez voir, on avait trouvé comme ça, comme on avait fouillé jusqu'à la fin. La construction, ça c'est pas naturel, ça s'est construit les foyers pour pouvoir cuisiner, pour se chauffer, pour toutes les activités et des subsistances de ce groupement qui sont habités là-bas. Pour le moment, on a fouillé qu'un, mais il y a 3 plus 3 de l'autre côté de la colline qui nous attend aussi. Et comme vous pouvez voir, on a donné à notre saut et on a environ 13 000 années. Et environ 13 000 années, on a ce site. Pour le moment, qu'on a entamé, on doit continuer la fouille. Et aussi le site de Tahrir 4, comme vous voyez, toujours à côté des rivières, des petites collines, la vision pour voir les animaux,
est proche des sources lithiques. Et vous voyez, pareil, avec 7 groupes humains qui, chaque fois, il fait des outils plus précis et plus affinés. Et on est environ les mêmes dates, entre 13 000 et 14 000 années. Et ça, c'est associé à ça qu'on appelle la culture ibéro-mauricienne. Pour finir avec ce voyage chronologique, on continue. On a commencé, je vous rappelle, environ 2 millions d'années. Et on arrive à les occupations plus récentes. Avant ça, c'était presque notre cousin. Dans les sites de Westchareff qu'on avait vu, que des sites anciens, on a aussi dans la partie supérieure des niveaux qui pouvaient être associés à niveau de l'Holocène, avec des datations plus récentes. On a les sites, bon, la zone de Westchareff 2, parce qu'on trouve des registres un peu partout, même si on a aussi une stratigraphie. Et après aussi dans la zone de Ouatsa et Tahia, comme toujours proche au son des rivières, on trouve des structures, des foyers, mais maintenant plus structurés, plus compliqués. Et bien sûr, on commence à trouver même si encore il y a des lithiques, on commence à trouver aussi de la céramique. Donc, on change de période, on sera plus vers le néolithique et des périodes plus récentes, plus proches à nous, et on commence à s'établir un peu plus dans les territoires. On a aussi 2 petites grottes qui entamées, on va dire, on a fait des sondages pour voir la potentialité, dans lesquelles on a trouvé aussi des matériaux qui pouvaient nous indiquer qu'on est dans cette période plus récente des néolithiques, et qui sera le premier groupe vraiment qui s'est allé dans la région de façon plus sédentaire, mais encore on n'a pas ouvert plus, on n'a pas plus de données, mais qui sera semblable à ce que Hassan, l'équipe de l'université, il a trouvé dans la grotte de Genfouda, le niveau supérieur. Donc, côté scientifique, conclusion, on peut dire que on a un rayon dans ces petites, même s'il est très large, si on le met dans la carte, il est tout petit, parce que je ne sais pas pourquoi on n'a pas marché la carte. Mais on a depuis 2 millions d'années des occupations humaines en continu jusqu'à aujourd'hui. On a bien daté et étudié environ 30 sites de tout ça qu'on a encore pour finir, parce que il y a certains qui s'étaient fouillés et qui sont finis, et là des autres qui sont encore des fouillés, et aussi beaucoup de travail à faire. Mais l'important, c'est que pendant ces 18 années, on a, comme je dis, on a mis l'oriental dans la carte de la recherche scientifique dans le monde international. Parce que vraiment, les données sont imprescindibles pour pouvoir expliquer l'origine de notre espèce. Mais c'est pas seulement le côté scientifique. On a parlé un peu d'enseignement, que je vais me répéter un peu de ce qu'a dit Hassan, mais c'est aussi l'implication de la population locale. Premier et le facteur plus important, c'est que la gente doit connaître qu'est-ce qu'est son patrimoine. Nous, on vient ici à travailler, mais c'est le patrimoine qu'il y a au Maroc, et la gente doit savoir qu'est-ce qu'il y a, et première pour connaissance, et aussi parce que si tu connais, tu peux valoriser et tu peux préserver et comprendre qu'est-ce que c'est notre travail. On n'est pas en vacances en train de promener pour le territoire. Non, on est en train de prendre des données qui vont permettre de reconstruire l'histoire de la région. Donc, normalement, toujours, bien sûr, merci à la population de la région, on a découvert de nouveaux sites et des vestiges archéologiques. Ici, vous savez quelques exemples dans la grotte de, je vais pas la prononcer, sinon vous allez vous moquer de moi, mais certaines découvertes aussi faites pour la population locale. Ou même, par exemple, ça c'était l'année 2022, après des grands pluies, que Hassan a été prévenu pour des liens de territoire, où il a été trouvé un rhino presque entier à côté de la rivière, un rhino qui normalement sera, c'est archéologique, c'est ancien, c'est pas moderne, parce que
comme vous savez, à ce moment-là, il n'y a pas de rhinocéros dans cette zone-là. Bien sûr, aussi en train de que la gente sache qu'est-ce qu'on fait là-bas, donc on essaye surtout pendant les fouilles que la population vienne nous voir, mais aussi les enfants et les enseignants, pour les expliquer un peu ça qui c'est ce patrimoine, mais comment est-ce qu'on l'obtient, comment est-ce qu'on fouille, comment on fait pour après pouvoir les visiter au musée. Parce qu'après, ils vont tous les processus, ils vont voir d'où bien, ils vont voir comment on obtient ça, comment on les ramène ici, et comme après, ils peuvent les visiter ici au musée, qui comme disait Hassan, on attend que dans quelques années, on arrive à obtenir notre projet de musée dans la ville de Oujda avec tous les patrimoines procédant de notre projet. Mais cette visite que les collègues notre collègue de la fac de Oujda, ils font aussi pour les enseignants, parce que c'est important que les enfants et les jeunes ils connaissent ce patrimoine, mais aussi c'est important que les enseignants ils sachent comment expliquer aux enfants qu'est-ce que c'est le patrimoine. Et bien sûr, après des différentes visites organisées pour des jeunes des autres pays, des autres centres de recherche, des autres chercheurs qui viennent d'ailleurs, des autres étudiants qui viennent des autres universités, ou pas seulement marocains. Et j'imagine que vous avez vu quand vous rentrez tous les animaux qu'on a par les campus, c'est aussi un engagement avec des sculpteurs et une idée fantastique de Hassan pour que la gente ne voit pas seulement les œufs, sinon que vous pouvez voir comment c'était les animaux qu'on a trouvés dans le site. Il y a aussi des dinosaures dans un fac de biologie, il y a des sites aussi associés à ces périodes-là, mais aussi les autres animaux qui s'étaient consommés, qui ont voyé les fragments d'os pendant ma communication. C'est très important aussi que tout ça qu'on fait soit tout le temps, que la gente soit informée, parce que nous, ça qu'on fait, c'est pour que la gente sache qu'est-ce qu'il y a, donc c'est pas seulement informer à la gente directement, sinon aussi que les journaux, la télévision, les nationales et internationales sachent de notre découverte et de l'importance de ce patrimoine. Bien sûr, et ça vous connaissez mieux que moi, l'important aussi de que tout ça qu'on fait soit à Twitter, soit dans tous les médias sociaux. Et aussi, comme on est en train de faire aujourd'hui, à travers des conférences et des séminaires, pas seulement pour les étudiants de la fac de biologie, mais aussi pour tous les étudiants qui vous êtes intéressés de voir un peu qu'est-ce qu'on fait depuis la fac de géologie, et pour que j'espère que certains d'entre vous un jour vous serez intéressés et qu'on puisse vous ajouter à l'équipe, parce qu'on a besoin vraiment des étudiants, et surtout des étudiants d'ici, pour que les choses que nous on veut, c'est que soit les étudiants marocains qui s'impliquent en la valorisation du patrimoine, à l'étude et à développer toutes ces parties de recherche, et aussi des possibles moteurs de développement économique pour la région et pour Maroc. Et en liaison à ça, on a eu certains programmes, comme le disait Hassan. Le premier programme qu'on a eu, c'était les Erasmus Plus d'échange. Ça veut dire il y avait des professeurs et des étudiants qui pouvaient aller et revenir. Donc, ils venaient chez nous pendant une période à étudier, à suivre des cours. Et des professeurs, ça veut dire dans les deux sens, pour enseigner et aussi pour suivre des cours. Et les dernières, je crois que c'est notre grand défi qu'on a réussi, c'est dans le cadre de cette master international d'Erasmus Mundus, que bien sûr c'est très difficile d'obtenir des bourses et tout ça, mais on a réussi à avoir 3 étudiants, et 2 ils ont fini les masters, et dans le cas de Mourad Falkouch, que j'imagine que vous le verrez par là, parce qu'il fait sa thèse dans le cadre d'une co-tutelle entre notre université à Tarragone et l'université Mohamed Ier, même de continuer après le master avec une bourse de thèse. Donc,
merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et si vous avez quelques questions. Après, si vous avez des questions, je vais introduire à Diego, je ferai un peu la traduction, qu'il ne parle pas français. Mais si vous avez quelques questions, n'hésitez pas. Et merci beaucoup. Merci Thelma pour cette belle exposé très riche et qui met en valeur la région. Donc, comme elle vient de le voir, on vient de le voir, on dit toujours que la géologie du Maroc, c'est le paradis des géologues. Le Maroc, c'est le paradis des géologues. Alors, on peut rajouter même que l'archéologie, c'est le paradis aussi, donc le Maroc, c'est le paradis des archéologues. Et nous, ce qui est important et qui nous pousse encore à travailler, à continuer, c'est cette richesse. Donc, vous voyez, la succession de ces différentes civilisations qui se sont émergées et qui se sont succédées. Donc, ça fait rayonner la région et donner de la valeur à cette région. Donc, les questions, on va les laisser à la fin. D'accord. Donc, on passe à notre invité qui est, on a dit qu'il passe un post-doc chez nous. Pour ouvrir les PowerPoint de Diego par l'intérieur. 2 semaines, il va revenir, il va revenir encore. Oui. Il va revenir encore, donc il a une post-doc l'année. Donc il fait aussi, parce qu'ils sont des spécialistes des outils, donc on a partagé la fonction. Donc vous voyez que c'est mieux de donner quelqu'un à spécialiste que de donner par quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Vous voyez les résultats. Donc lui, il va nous parler un peu de l'homme, de son évolution. Vous savez que c'est un rappel que les plus anciens Homo sapiens sont nés au Maroc. Donc ça, c'est Jebel Roud. Donc vous savez, le plus ancien Homo sapiens, nous, c'est né à Jebel Roud, entre Safi et Marrakech, il y a 300 000 ans. Donc, même Sylvie qui est là, elle est marocaine. Donc, puisque tous les Homo sapiens sont. On est tous africains, hein? On est tous africains. C'est la science qui le dit, c'est pas moi. Parce que c'est publié dans Nature, donc il n'y a pas d'autre revue qui peut la déplacer. Donc, tous les Homo sapiens. J'ai fait une conférence dans un autre pays, je dis que vous êtes tous marocains, alors. Parce que c'est comme ça, jusqu'à un nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on découvre une autre espèce qui dit autre chose. Donc ça, et ben, aussi les espèces. Donc vous avez vu les outils. Mais il faut les espèces qui les ont, les artisans, qui les avaient fabriqués et tout ça. Donc lui, c'est un jeune et ils essayent d'appliquer d'autres technologies, d'autres méthodes pour essayer de nous expliquer cette dispersion. Donc des fois, c'est des théories. Donc, c'est une théorie d'évolution, ça mérite ce que ça vaut. Donc, mais ça, on est, nous, obligés de savoir tout ce qui se dit scientifiquement. Et après, nous pouvons avoir notre avis différent ou on accorde le même avis. Mais on expose, moi je fais le cours de paléontologie des vertébrés de l'homme, je leur dis il faut d'abord connaître. Avant d'attaquer ou bien de donner votre avis, il faut connaître les données scientifiques, les archives scientifiques. Et après, chacun peut être libre, mais des fois, ça reste encore à l'état théorique. Donc, ce sont des théories, n'importe qui peut poser une théorie, mais il faut la défendre, il faut la justifier. Donc, Diego Lombard, donc, notre invité ici, je dis, il travaille aussi sur les outils, mais il va nous expliquer un petit peu, parler de tout ce qui est notre espèce là, l'origine, l'Homo sapiens, comme on a dit, c'est dans le Maroc. Et dans le Maroc, c'est là qu'on a aussi le plus ancien collier, donc ça, c'est des choses qui font rayonner le Maroc. Donc quand on parle que le plus ancien Homo sapiens, c'est né au Maroc, le plus ancien collier, c'est né au Maroc, la plus ancienne trépanation, il est à Oujda, à Pékin. Donc ce sont des choses que les préhistoriens, que les chercheurs, ça donne une valeur ajoutée au Maroc. Donc quand le Maroc avait été classé dans le mondial, tout le monde connaît le Maroc. Mais avec la science, on peut aussi faire rayonner le Maroc avec les découvertes. Donc maintenant, tout le monde connaît le Maroc avec Jebel Roud, avec le Tafourat, ou avec Safi, ou avec le Sawera, le truc de collier, et tout ça. Donc ça, il va sans tarder. Donc il va parler en espagnol, mais on a une très belle traductrice
Beaucoup de fautes en français, mais bon. Oui, mais on comprend. Nous, on n'est pas français non plus, donc on essaye aussi de suivre. D'accord, merci. Bonsoir, je suis désolé parce que je ne parle très bien le français, pero tengo la suerte de contar con Gemma Chacón de traductora. Y en primer lugar, antes de empezar la charla, quería agradecer a Hassam y a todo el equipo de la parte marroquí porque siempre, por su hospitalidad, porque siempre nos han tratado muy bien. Es la quinta vez que vengo aquí y siempre me he sentido como en casa. Así que gracias al equipo y a la Facultad de Ciencias y a la Universidad de USDA por esta acogida y por esta invitación y esta oportunidad de poder acercarnos a presentar los trabajos que llevamos realizando aquí. Bon, Diego, il voudrait remercier le professeur Hassan, les autres collègues de l'équipe marocaine. C'est sa 5e fois, hein, il a venu la première fois en 2017. Et ça s'ajoute, ça c'est comme les équipes de foot, on ajoute des personnes, donc il continue. Donc ça remercie aussi l'université pour son accueil au public et aussi la possibilité surtout qu'il a permis les départements, la faculté de géologie de pouvoir appliquer avec une bourse postdoc. Donc pendant cette année, si vous passez pour le musée ou à côté, vous les verrez là-bas à moi, chaque 2-3 mois, il passera 2-3 semaines parmi vous. Donc, si vous passez, vous voulez qu'il vous explique un peu comment il travaille, même si aujourd'hui, il va faire un petit flash pour expliquer qu'est-ce qu'il va faire avec notre utilité du projet, du période de l'âge des pierres moyennes, en Middle Stone Age, comme je vous parlais avant. Exactamente. Lo que voy a hacer es hacer una pequeña introducción de lo que sabemos sobre el origen de nuestra especie, de lo que somos, Homo sapiens, los seres humanos, y luego para poder explicar un poco en qué estoy trabajando en el marco de mi postdoc y qué estoy haciendo, qué voy a hacer este año en USA. Entonces, no sé si quieres decir eso. Sí. Bon, qu'il va expliquer, comme je vous disais, il va faire une petite introduction de qui nous sommes, notre origine, même si Hassan a fait déjà une introduction, pour vous expliquer qu'est-ce qu'elle va faire pendant cette année de postdoc ici à USDA. Como sabéis, nosotros los seres humanos somos una especie muy diversa, tanto culturalmente. Aquí coméis couscous, nosotros comemos paella, ¿no? Por ejemplo, y también físicamente. Podemos ver que hay una gran diversidad física. Sin embargo, esta diversidad es aparente porque a nivel genético todos los seres humanos actuales compartimos un 99,9% de material génético. Donc, on sait tous qu'on est une espèce qui peut sembler très diversifiée, même si on est la même espèce, même si on partage, comme déjà Hassan il avait dit, en 99,19% des matériaux génétiques, on a la même espèce, on est Homo sapiens, mais on est très diversifié, pas seulement physiquement, sinon aussi culturellement. No, tienes que hacer así. Para explicar esta variabilidad de los seres humanos, los investigadores en la prehistoria, los arqueólogos, en los años 80 han planteado diferentes hipótesis para tratar de explicar las diferencias físicas que tenemos los seres humanos actuales. Y existían varias de ellas. Yo aquí os voy a explicar brevemente las dos principales, que son los que se conocen como modelo multirregional y Out of Africa, Horst d'Afrique. Explica esto y ahora me explico cada uno de los modelos. Les chercheurs en évolutionnement, paléanthropologues, archéologues, ils ont essayé d'expliquer cette diversification qu'on a dans notre propre espèce de Homo sapiens, à quoi venait cette origine, en proposant différentes hypothèses. Et les deux principales, c'est ces deux modèles qui s'appellent le multirégional et le modèle out of Africa o hors de l'Afrique. El modelo multirregional planteaba un origen múltiple, tanto en Asia como Europa y África, del Homo sapiens. ¿Cómo?
pues poblaciones de humanos anteriores como el Homo erectus habrían salido de África hace aproximadamente 1 millón de años y de forma paralela habrían evolucionado progresivamente mediante alguna fase de hibridación, dando lugar a Homo sapiens. Y en este tiempo, ese 1 millón de años, sería tiempo suficiente para adquirir estas diferencias que vemos físicamente. Donc, ce modèle, on avait une origine commune qui pouvait être le modèle tous qui part de l'Afrique et qu'après, il va partout dans le monde. Et donc, il y a une évolution à notre espèce, à Homo sapiens, dans différentes parties du monde. Ça veut dire, et c'est ça qui pourrait expliquer cette différence, cette variabilité qu'il y a entre notre propre espèce. No obstante, a finales de los años 80, un artículo sobre la genética descubrió que todos los humanos vivos actuales tenemos un antepasado común que debió de vivir hace entre 100.000 y 200.000 años. Este antepasado común sería una mujer porque el estudio consistía en estudiar el ADN mitocondrial, que se traspasa por la línea materna. En ese sentido, lo que plantean es un origen mucho más reciente y solo desde un único punto, desde el este de África. Por lo tanto, el Homo sapiens tendría unos entre 100.000 y 200.000 años y un origen único, en un único punto de África, que sería el este. Donc, à différence de ce modèle, dans les années 80, ils ont fait des études génétiques qui ont montré qu'on avait une origine commune en Afrique, Afrique de l'Est, à environ 100 000, 150 000 ans. Mais tous avec une origine commune d'Afrique de l'Est. Et qu'après, l'évolution, il aurait été, comme dans ce modèle, différent dans sa région du monde où cet Homo sapiens il est arrivé. No obstante, si algo bonito tiene la arqueología y la prehistoria, es que con cada descubrimiento, con cada nuevo yacimiento, con cada reinterpretación de los datos, el paradigma va cambiando. Y por lo tanto, ahora lo que os explicaré serán los nuevos datos que desde los años 80 se han ido publicando y veremos cómo esto ha cambiado un poco la panorámica, el panorama que tenemos sobre el origen de nuestra especie. Donc, les choses très bonnes, qui bon, il y a la science et surtout dans l'archéologie et l'étude de l'évolution humaine, c'est que du moment qu'il y a de nouveaux découvertes et aussi de nouvelles méthodologies qui s'appliquent, on peut avancer et surtout savoir exactement si ça proposer de nouvelles modèles et hypothèses avec un base plus scientifique. Así, hablaré en primer lugar de los datos paleoantropológicos. La paleoantropología es la disciplina que estudia los caracteres físicos de los fósiles humanos. Los nuevos datos lo que demuestran es que a partir de 300.000 años en adelante empiezan a aparecer unos fósiles con unos caracteres, el más antiguo, como ha dicho Hassan muy bien, es el de Jebel Irut aquí en Marruecos hace 300.000 años, pero estos fósiles que sí que se asocian a Homo sapiens no cumplen todas las características físicas que reconocemos hoy como un Homo sapiens. Por ejemplo, Jebel Irut, que tenéis una réplica en el museo aquí en Usda, que os invito a ir a ver, tiene lo que se llama torus supraorbital, que es como una especie de visera aquí. Y eso es un rasgo arcaico. Entonces, lo que vemos es que empiezan a aparecer una combinación de rasgos modernos y rasgos arcaicos en mosaico en todo el continente africano. Un des données principales pour comprendre notre origine, c'est les données paléanthropologiques. La paléanthropologie étude les restes humains, ça veut dire l'évolution des restes humains de différentes espèces jusqu'à arriver à nous. Donc, à partir de 300 000 ans, comme Hassan a dit, les premières membres associés vraiment à Homo sapiens, au premier Homo sapiens, c'est à Jebel Irhoud, au Maroc, à environ 300 000 ans. Mais en même temps, on voit qu'à des autres lieux différents de l'Afrique, il y a aussi des autres fossiles humains qui, même si sont en 80% presque comme nous aujourd'hui, n'arrivent pas, ils ont de certaines caractéristiques. Et comme Diego disait, vous savez un moulage de
de Gerbert-Leroux, de musée, si vous voulez voir, et vous verrez que même si c'est presque comme nous, il y a certaines morphologies, surtout dans l'écran, que c'est pas pareil, que c'est pas exactement la nôtre aujourd'hui des Homo sapiens. El siguiente punto que vamos a tratar son los datos arqueológicos, los datos del comportamiento humano. Y lo que vemos es que en este periodo, a partir de 300.000 años, o lo que antes os ha hablado Gemma, la Middle Stone Age, empiezan a aparecer una serie de comportamientos arqueológicos en los yacimientos que nos hablan de una mayor complejidad cognitiva. Donc, si on passe de la paléanthropologie à l'archéologie, qu'est-ce qu'on voit à partir de 300.000 ans que nous, comme espèce, on est déjà sur la Terre, on commence à avoir une complexité cognitive plus grande dans les registres arqueológicos. Entre estos caracteres modernos podemos ver el uso de por ejemplo, cuentas de collar, en este caso serían conchas perforadas, las más antiguas en Bismung, en Marruecos, con una cronología de unos 150.000 años, que nos indicarían un sentido estético, un comportamiento simbólico. También tendríamos otro tipo de manifestaciones simbólicas, como pueden ser los enterramientos. En este caso, el más antiguo está en Kenia, que tendría unos 80.000 años. Vale, y entre otros comportamientos tendríamos, por ejemplo, la existencia de diferentes puntas, que lo que nos indicaría es, o lo que algunos autores interpretan es que serían variaciones culturales. Si yo hago la punta de una forma diferente porque quiero diferenciarme de mi vecino. Y por último, se generaliza el uso del fuego. Obviamente hay muchas más manifestaciones arqueológicas, estas solo son unos ejemplos. Donc, des grands changements qu'on voit dans cette période, c'est tous les choses liées au comportement symbolique. Par exemple, c'est les plus anciens coquillages percés utilisés, comme on pense, comme pendeloque ou comme un collier. Ça vient de Bismung, aussi au Maroc. Il y a aussi, il commence à avoir un traitement et un enterrement de notre ancêtre des restes humains. Aussi, une diversification un peu culturelle, de ces subtils qu'ils pouvaient montrer des groupes culturels différenciés dans certains pays de l'Afrique, associés à une nouvelle technologie de chasse et manchés, comme je vous racontais avant, et aussi la généralisation du contrôle de feu. Même si on a des traces depuis 1 million d'années, c'est avec notre espèce que le feu s'est contrôlé perfectement pour les préparer dans les moments qu'on avait ça. Y de nuevo, estas manifestaciones de comportamiento humano moderno aparecen en el continente africano en mosaico, en diferentes regiones del continente y en diferentes periodos, en diferentes momentos cronológicos. Et comme on disait pour des autres caractères aussi physiques, où apparaît le premier, tout ce comportement humain plus moderne, plus proche à nous, c'est au continent africain et dans différents lieux du continent africain, presque au même moment, différents. Il y a certaines années différentes, mais presque au même moment, mais pas la première fois, toujours au continent africain. Y por último, dentro de estos grupos de datos, vamos a hablar de los datos genéticos. Así, un estudio publicado recientemente en 2020 sobre los restos de un yacimiento camerunés que se conoce como Sumlaka, sobre unos restos humanos que tendrían una edad de entre 8.000 y 3.000 años, descubrieron que existían 4 grandes linajes de poblaciones de Homo sapiens. Estos 4 linajes se corresponderían con los ancestros de las poblaciones del este de África, con los ancestros de lo que de lo que mal llamamos bosquimanos, los Sam, etc. Los ancestros en la selva ecuatorial de los pigmeos y
una población fantasma. ¿Por qué en el norte de África? ¿Por qué decimos una población fantasma? Porque no hay ningún representante vivo de ese linaje humano. Donc, les dernières données pour expliquer un peu ces variabilités, ça vient des données génétiques. La génétique est en train de nous aider beaucoup à comprendre un peu plus notre évolution. Et donc, après une des dernières études faites sur des ADN d'Homo sapiens des continents africains, dans le site de Shumlaka, Cameroun, ils ont vu qu'il y avait 4 groupes d'Homo sapiens de chez nous qui, bien sûr, comme c'est bien marqué, ils pouvaient avoir des interrelations entre eux. Les groupes, on va dire, plus sud de l'Afrique, qui peuvent être liés au Bosquiman, la population d'Afrique de l'Est, la population d'Afrique centrale associée aux Pygmées, et après, cette population qu'il appelle fantôme, parce que les choses qu'on a certaines fois, c'est qu'on a les données génétiques, mais on n'a pas les fossiles associés. Donc, pour le moment, on sait qu'il y avait une population qui, environ cette date-là, habitait au nord de l'Afrique, mais on n'a pas les fossiles associés a ça. Por lo tanto, el escenario que plantean estos autores es que estas 4 poblaciones hibridarían entre sí hace unos 300.000 años y posteriormente, hace en torno a unos 60.000 años, las poblaciones del este de África se dispersarían por todo el continente africano, pero también por fuera de África. Donc, ce qu'il propose, c'est que entre 300.000 et 60.000 ans, ces populations ils vont avoir des échéances, et c'est à ce moment-là que tous notre code génétique mixé, bien sûr, mais que c'est ces populations qui se dispersent par tous les restes du continent africain et aussi dehors de l'Afrique. No. No. Ahora. Por lo tanto, tanto los datos paleoantropológicos como los datos arqueológicos, como los últimos datos genéticos, nos permiten plantear un nuevo modelo que no significa que sea verdad, pero que es el que mejor se ajusta a los datos arqueológicos que tenemos. Este modelo lo que plantearía es un origen panafricano, es decir, en diferentes regiones de África irían desarrollándose progresivamente los Homo sapiens hasta dando lugar a lo que hoy identificamos como Homo sapiens, ¿no? A nosotros mismos. Donc la théorie plus que maintenant on maintient à travers des données paléanthropologiques, archéologiques et génétiques, c'est qu'on a une origine panafricaine. Donc notre population d'Homo sapiens, il s'est développé dans le continent africain dans différentes régions, et c'est de là-bas qu'il provient tous les restes des groupes d'Homo sapiens de la planète. Ahora vamos a hacer un poco el zoom hacia Marruecos, hacia el norte de África. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos, como hemos visto, los restos humanos más antiguos de Homo sapiens del mundo, con una cronología de 300.000 años en Jebel Irhoud, y la coexistencia de 2 tecnocomplejos, o 2 formas de fabricar herramientas, que serían el ateriense y el musteriense. Donc maintenant, on va zoomer au Maroc pour commencer avec la fin de la conférence pour voir son projet. On va zoomer au Maroc, première Homo sapiens à Jebel Irhoud, comme on disait, avec la coexistence des 2 types, de 2 technocomplexes, 2 façons de faire les outils, un nommé aterrien et un autre mustérien dans la région. Estos tecnocomplejos, el ateriense y el musteriense, o estas formas de fabricar herramientas, por decirlo de una forma más simple, comparten la misma zona geográfica, que sería el norte de África, más o menos el mismo rango cronológico, que sería la Middle Stone Age, en torno a hace unos 300.000, 40.000 años aproximadamente. Estas herramientas son producidas por la misma especie, Homo sapiens, y comparten algunas características tecnológicas, como por ejemplo
la forma de obtener lascas o cuchillos, que se conoce como el método Levallois, o algunas herramientas como puntas, raspadores, rederas, etc. Donc, ce débat sur la façon de faire les outils dans cette période dans laquelle s'inclut l'Homo sapiens et le Middle Stone Age, c'est fixé dans une région très spécifique, dans une chronologie aussi très spécifique, et aussi avec des caractéristiques de faire pour obtenir les outils très clairs, des méthodes standardisées pour obtenir les outils lithiques. Après, certains types aussi des outils, ça, vous devez les voir comme on ouvre un tiroir à la cuisine. Il y en a les couteaux pour couper les pains, les couteaux pour éplucher les légumes. Donc, on commence à voir ça dans les assemblages, des racloirs, des pointes. Donc, en diversificación plus grande. Claro, y entonces, ¿en qué se diferencian estos dos tecnocomplejos? En unos ciertos tipos de herramientas útiles, que son lo que se conocen como puntas atenienses, que tienen característico estas muescas de aquí, que se utilizaría preferentemente para enmangar, y en otros objetos, como por ejemplo un asta, un hueso, una madera, y sería un útil más largo. Y los elementos bifaciales foliáceos. Donc, ce qui maintenant le débat pour différencier quel type de soutil et qui les faisait, s'il y avait des différences, ou si c'est que dans certains sites tu trouves ou non certains outils, ça base surtout sur les points pédonculés, les points antérieurs. Ça veut dire les points spécifiques avec ces deux petites lèvements, on fait un pédoncule pour pouvoir les mancher, pour pouvoir avoir un arme pour chasser de façon plus loin. Et aussi sur ce point bifacial qui semble à les choses qu'il faisait, il fait 1 million d'années, mais beaucoup plus petite, beaucoup plus précis aussi, peut-être pour être manché comme les points antérieurs. Claro, si estas especies, estos tecnocomplejos comparten un mismo periodo, unas mismas características, pero tienen estas diferencias, los investigadores han ido planteando hipótesis para tratar de explicar estas diferencias. ¿Por qué en el mismo área geográfica, en la misma cronología y la misma especie, hace dos tipos de herramientas diferentes, ¿no? Dos formas de producir cuchillos o útiles diferentes? Entre estas hipótesis principales se plantea la sucesión cronológica, es decir, llegaría el musteriense hace unos 300.000 años y posteriormente llegaría el ateriense. Tendríamos una hipótesis que plantea que el ateriense, que estas puntas serían una respuesta adaptativa a ambientes áridos. ¿Por qué? Porque en un momento árido donde se pierde la vegetación, estas puntas serían útiles para cazar a distancia. Y algunos autores piensan que esta puede ser uno de los elementos clave. Otros simplemente que indican que pueden ser dos grupos humanos y que es un factor de identidad cultural. Esas puntas se hacen para diferenciarse de otras, entre otros muchos hipótesis, pero voy a explicar especialmente estas tres. Donc, différentes hypothèses, ça a été présenté pour voir qu'on a deux façons de produire des outils pour les mêmes groupes humains au même moment. Un, c'était succession chronologique, ça veut dire il arrive à un groupe avec il fait les outils de cette façon. Après, c'est part, il arrive à un autre groupe qui il fait les outils d'une autre façon. En liaison qui peut-être c'était aussi des facteurs d'identité culturelle, donc chaque groupe culturel il savait ce type d'outils, qui pouvaient être aussi des réponses adaptatives en liaison avec les facteurs fonctionnels à la réponse environnementale. On sait que dans les périodes entre 300 000 et 40 000 ans, il y a des grosses périodes d'aridité, donc ce sera meilleur avoir ces pointes pour pouvoir chasser, comme je vous disais, à longue distance. Parce qu'il n'y a pas de végétation, donc pour prendre les animaux, c'est mieux avoir des technologies plus puissantes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay una serie de problemas para estas hipótesis.
Con respecto a la sucesión cronológica, sí que es verdad que el musteriense es ligeramente más antiguo, ya que Jebel Irhoud, por ejemplo, sí que tiene una industria asociada a musteriense y tendría unos 300.000 años, mientras el lateriense se generaliza a partir de 170.000 en adelante. Lo que vemos es que en algunos yacimientos, como Ifrin Ammar, es que en las diferentes capas hay una sucesión de niveles aterienses, niveles musterienses, niveles aterienses, niveles musterienses, niveles aterienses. Eso lo que indica es que en realidad no es una sustitución de un grupo por otro, sino que en realidad se están intercalando. Por lo tanto, esta hipótesis... Déjame que l'explique. Vale. Donc, la première hypothèse qu'on disait, la succession chronologique, c'est très bien démontré par les assemblages qu'on trouve dans les sites, spécialement au Maroc, dans lesquels il n'y a pas un groupe qui arrive et un autre qui part, sinon qu'on a des sites, et un des exemples plus clairs, c'est Ifrin Ammar, c'est qu'il y a on peut trouver de la terrienne, après de moustérien, après de la terrienne, donc il n'y a pas en continuité ou en rupture, sinon qu'au fur et à mesure, ils font un type d'outil, on fait un type d'autre. Donc cette succession chronologique, plus ancien ça, plus moderne ça ne marche pas. Ça no marche pas. Con respecto a la hipótesis si el lateriense se corresponde con un comportamiento tecnológico que sea una respuesta adaptativa a condiciones áridas, lo que vemos en este gráfico, podemos ver cada uno de estos puntos representa un yacimiento. Aquí tenemos la línea temporal. Podemos ver que se corresponden la mayoría de yacimientos aterienses con este momento, que es lo que se conoce como un periodo interglaciar. ¿Qué quiere decir esto? Como sabéis, en la prehistoria hay ciclos climáticos en los que se van intercalando momentos glaciares más fríos o más áridos con momentos interglaciares que son más húmedos y más óptimos. Y lo que vemos es que el lateriense se empieza a desarrollar en un ambiente no árido, sino que en un ambiente más húmedo. Par rapport à l'hypothèse que ces deux types de façons de préparer des outils et des cultures, il était en réponse adaptative à qu'il avait des environnements arides et c'était plus facile pour chercher à distance. Le truc que se voit par rapport à les études par l'environnement et pour reconstruire le climat, c'est que le développement, surtout de la terrienne, c'est en période, les points sont des sites, c'est en période humide. Donc c'est tout le contraire. C'est en période humide où il aurait eu beaucoup de végétation. Y además hay que tener en cuenta otra cosa, que las herramientas útiles, los cuchillos, dejan unas pequeñas huellas cuando son utilizados. Estas huellas pueden ser observadas por microscopios y nos ayudan a inferir el tipo de actividad para la que se realizaban. Y estudios actuales sobre estas puntas aterienses lo que demuestran es que estas puntas no serían utilizadas tanto como proyectiles, sino sería para raspar pieles. Donc, normalement, sur les utilités qu'on peut voir, étudier à travers des analyses de microscope, les traces qui sont laissées, les activités qui sont faites avec eux. Même des fois, on a des résidus. Donc, les choses qu'on est en train de voir, les dernières publications sur le sujet, c'est que 7 points pédonculés, que tout le monde pensait que c'était pour faire des armes pour jeter, les traces qu'ils montrent, c'est surtout que c'était utilisé comme des couteaux, plus que comme des points pour être lancés. Con respecto a la última hipótesis que vamos a ver así rápidamente, si las puntas aterienses se corresponden con un factor de identidad cultural, lo que vemos es que estudios experimentales actuales que tratan de replicar cómo estas herramientas han sido producidas demuestran que la mayor variabilidad de estas puntas se concentra en el pedúnculo, no en la parte externa de la punta. ¿Eso qué quiere decir? Que estaría más relacionado con el tipo de mangue
si lo vas a mangar en una madera o un hueso, que con un sentido identitario. Es decir, que tendría esta variabilidad sería una cuestión más funcional que cultural. Et par rapport à la facteur de l'identité culturelle, ça veut dire ils font des points, ils sont un groupe culturel, ils font pas des points, ils sont un autre groupe culturel. Le truc que ça veut, c'est que la variabilité tant des points comme les subtils par pointer, c'est lié à cette petite pédoncule qui normalement, les études montrent que c'est lié au type de manchement. Donc finalement, c'est pas une question de faire ces pointes et c'est mon identité culturelle, sinon que sont des questions fonctionnelles. Et par rapport à où tu vas mancher ces pointes, tu vas faire un type d'outil ou un autre type d'outil. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos trabajando, en este caso yo, en el marco de mi postdoc? De mi investigación postdoctoral, tratar de ver qué diferencias hay más allá de las puntas atérienses. ¿Por qué? Porque hasta ahora este tipo de estudios se han centrado en las puntas atérienses o en los elementos bifaciales. ¿Qué es lo que pasa? Que si no tienes, si solo te fijas en lo que es diferente, no puedes comparar con lo otro. Entonces, lo que queremos hacer es estudiar todas las formas de producir herramientas que son comunes a los dos complejos, al musteriense y el lateriense, para ver si podemos identificar diferencias. Donc, qu'est-ce que c'est exactement sur quoi on travaille, et surtout c'est ça les questions de son projet postdoctoral. Tout le monde, pour voir cette différence, ces deux cultures, ils sont basés sur les pointes. Les personnes ont dit, ah, mais peut-être la différence, c'est d'où bien, ça veut dire les restes des subtils qu'on a dans des assemblages. Donc, au lieu d'utiliser la typologie, ça veut dire ça s'assemble ça, et ça doit être les mêmes ou ça doit être différent, il va essayer d'utiliser des approches plus quantitatives. Y si encontramos diferencias cuantitativas entre estas herramientas, entre el lateriense y el musteriense, nuestro siguiente paso será tratar de ver si estas diferencias se corresponden a que es un mismo grupo humano con respuestas adaptativas diferentes según el contexto, o si se tratan de dos grupos humanos diferentes. Bon. Dos grupos culturales diferentes. Donc bon, comme vous pouvez voir ici, la question c'est que il va essayer de voir si c'est différent, ça correspond à qu'il soit un même groupe humain avec des réponses adaptatives ou des vies différents, ou si vraiment c'est deux groupes différents, mais pas seulement en se basant avec cette pointe pédonculée. Hasta ahora, los estudios centrados en esa problemática han adoptado un enfoque tipológico. ¿Qué quiere decir esto? Que se han fijado en las características generales y en la forma a nivel descriptivo de las piezas y los han ido metiendo en cajas. ¿Cuál es la aproximación que queremos desarrollar en nuestro proyecto? Es a través de estudios cuantitativos complejos como la morfometría geométrica, que consiste en el estudio del filo de toda la pieza y estudiar cómo evoluciona a medida que ha sido modificada. ¿Qué quiere decir modificada? Pues esas herramientas, cuando se van utilizando, se van desgastando. Y entonces es necesario volver a irlas modificando para que el filo vuelva a ser funcional. Y por lo tanto, podemos estudiar cómo la forma de los útiles cambia a medida que son modificadas. En este caso tendríamos dos opciones. Si la forma se mantiene a medida que es modificada, como en este caso de aquí, tendría un significado cultural, mientras que si la forma cambia, estaría más relacionado con la función de la herramienta. Donc, comme on disait, tous ces types de pointes, ils ont été classés de façon typologique pour mettre dans des petits modèles, dans des boîtes. Et la question, la méthodologie qu'il va appliquer, c'est les études de morphométrie géométrique à travers des contours pour avoir des données vraiment quantitatives, pour identifier si cette variation de forme
qui sont les outils pendant qu'ils sont utilisés, parce que quand on ne coupe pas, on doit la foutre, ça c'est pareil pour les pièces lithiques. C'est en relation à la forme, ou si c'est en relation à cette utilisation, donc si c'est à la forme que se maintient toujours, il devait être lié à quelques facteurs culturels, et si c'est lié à l'activité et à l'affoutage, ça veut dire que c'est lié, comme il commence à être proposé, à sa fonctionnalité, à son utilisation. Estos análisis serán aplicados a los conjuntos, a los yacimientos de la Middle Stone Age que os ha explicado Gemma anteriormente, y espero en este año poder dar una charla al final explicando los resultados obtenidos. Muchas gracias por vuestra atención. Donc, il espère vous remercier. Il espère que pendant cette année, à la fin, il vous montrera les résultats de tous les études, car les matériaux qu'on va utiliser, c'est les pièces qu'on a ici, qui viennent de l'oriental et que je vous ai présentées dans le cadre de l'autre conférence. Merci.